résoudre les conflits entre agriculteurs et éleveurs. L'association volontaire pour le service international y a œuvré pendant 3 ans. Un projet de 525 millions de nos francs exécuté en faveur des communautés de 3 régions. À Bouaké, c'est le ministère de la Promotion de la Femme qui s'engage contre la déforestation. L'idée est de favoriser dans le même temps l'autonomisation de la femme rurale. Le charbon de bois ne sera plus utilisé dans les ménages. Les pourparlers entre pouvoir et opposition de la RDC ont été suspendus samedi à Kinshasa, mais un accord se dessine. Sa signature est annoncée pour le vendredi 30 décembre prochain. Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de ce 27 décembre. Dans le monde agricole, l'association volontaire pour le service international vient de boucler un projet de 3 années pour un coût de 525 millions de nos francs. Il visait à résoudre les conflits entre agriculteurs et éleveurs des communautés villageoises de Bouaké, Béoumi et Sakassou. Alain Essoua et Amadou Ouattara. L'Association volontaire pour le service international, AVSI, cette ONG italienne, œuvre dans le social depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. Elle vient d'achever son projet dénommé Triangle Pacifique en faveur de 45 communautés villageoises des départements de Bouaké, Béoumi et Sakassou. L'initiative vise à résoudre les conflits intercommunautaires et spécifiquement entre agriculteurs et éleveurs de ces différentes zones agricoles. Ainsi, durant 3 années, plusieurs composantes, telles le renforcement des capacités des autorités locales, l'accompagnement des agriculteurs et éleveurs, le développement communautaire, ont constitué l'essentiel du contenu de ce projet. Même si le projet aujourd'hui termine, à travers les supports, que ça a été remarquable de toutes les autorités préfectorales, ils pourront continuer à gérer les conflits à l'amiable. La ministre Mariatou Kone, marraine de cette cérémonie de clôture, a lié les résultats du projet Triangle Pacifique aux objectifs du gouvernement, à savoir faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix et de progrès. La voie pacifique de gestion et de résolution des conflits permet d'épargner des vies humaines. AVSI vient de nous offrir l'opportunité de comprendre que la paix dépend de chacun de nous. Il suffit parfois d'un petit pas vers l'autre ou d'une main tendue à l'autre pour briser les murs de méfiance et dissiper les suspicions. Le projet Triangle Pacifique de l'ONG AVSI Côte d'Ivoire a été cofinancé par l'Union européenne. Coût global des réalisations, 800 000 €, soit environ 525 millions de francs CFA. Premier producteur mondial de cacao avec plus d'1,5 million de tonnes annuelles. À côté, le Madagascar ne pèse pas bien lourd avec ses 700 000 tonnes de production. En revanche, les Malgaches misent sur la qualité avec essentiellement un cacao fin, très prisé des grands chocolatiers. Le commentaire est signé Hamza Diaby. Ces cabosses de cacao sont à l'origine de certains des meilleurs chocolats au monde. Nous sommes à Abandja, au nord de Madagascar, dans des plantations estampillées bio et équitables. Ici, les cacaoyers appartiennent aux meilleures espèces, notamment le Criollo, qui donne un cacao raffiné. Il pousse sans engrais chimiques. La saison sèche les préserve des moisissures et l'insularité des maladies. Sur son hectare, Cyril cultive aussi du café et de la vanille, mais c'est le cacao qui lui permet de nourrir sa famille. Cacao plus rentable plus que la vanille parce que le cacao ça pousse toute l'année. Mais la viande, si elle ne veut pas cacao, c'est difficile. Hein. Après la récolte, les petits planteurs extraient les fèves fraîches. Ils vendent à de grandes compagnies via des coopératives locales qui s'occupent de la fermentation et du séchage des fèves. Cette semaine, Cyril a touché 70 centimes d'euros par kilo de fèves brutes, alors que le chocolat fin issu de ces fèves peut valoir jusqu'à 50 € le kilo en Europe. Nous sommes toujours exploités par les Blancs. Oui. Et nous sommes conscients de notre sort aussi. Et en plus, normalement, le prix que tous les collecteurs qui prennent maintenant, ce n'est pas la vérité de prix. Le prix doit être triplé. C'est ça le vrai prix.
La majorité des habitants de la région travaillent pour les petits propriétaires comme Cyril ou dans les grandes plantations. Le cacao fin les fait vivre mais pas s'enrichir. La valeur est ajoutée en Europe car les planteurs n'ont pas les moyens de se lancer dans la fabrication du chocolat. Même les grands producteurs comme Mava exportent l'essentiel de leur récolte aux conditions dictées par le marché. Le cacao fin n'échappe pas à la pression exercée par les grands groupes sur le marché global du cacao. La grande partie du chocolat, il est produit avec un cacao, pas des cacaos fins. Et les sociétés qui commercialisent la plus grande partie de ce cacao-là, c'est des grandes sociétés, hein, Lindt, Kraft, Suchard, Mars, pour faire de la barre chocolatée. Et ça, c'est des sociétés qui essayent souvent d'abaisser les prix du cacao, qui eux sont déterminés par la bourse. Hein. Une petite partie de la production de Mava est transformée dans le pays par la chocolaterie Robert qui exporte des plaquettes et en vend aussi sur place. Mais avec 90% de la population sous le seuil de pauvreté, rares sont les malgaches qui peuvent déguster le chocolat produit sur leur île. À Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant a une idée originale pour faire d'une pierre deux coups, lutter contre la déforestation et en même temps favoriser l'autonomisation de la femme. L'idée est d'utiliser les briquettes de balles de riz pour substituer le charbon de bois dans les ménages. Voyons cela avec Hassan Khan et Amadou Ouattara. Un mélange de balles de riz et d'amidon de manioc. Une nouvelle technologie de combustible qui favorise les sous-produits du riz. Ces briquettes vont certainement remplacer le charbon de bois dans les ménages. Les balles de riz qui constituent une montagne de déchets donc, qui polluent notre ville, soit dans les villages, nous les brûlons. Donc dans un premier temps, pour évacuer ces déchets, c'est pour cela que le projet a été mis en œuvre. L'autonomie de la femme est un pan essentiel dans la valorisation de ces briquettes de balles de riz. La femme va se prendre en charge en vendant des briquettes. Avec ça, elles pourront s'occuper de leur famille. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant a décidé de s'impliquer dans la réussite du projet et surtout contribuer au ralentissement de la déforestation. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, le bois de chauffe disparaîtra au profit des briquettes de balles de riz. 1500 ménages des régions du Nzi, du Go, de Gbeke, du Poro et du Tompi ont bénéficié du projet dont la phase d'extension s'est tenue à Boaké. Occasion pour les bénéficiaires de partager leurs expériences. C'est moins salissant, c'est économique, ça donne moins de fumée quand c'est bien séché. En même temps qu'il aidera à protéger la forêt, il va également créer des emplois par l'aménagement de nos bas-fonds et la culture de riz. Les autorités politiques et administratives de Gbeke invitent les femmes à s'approprier ce projet pour leur autonomisation. Élaborer un cadre juridique pour la protection des réfugiés et demandeurs d'asile dans le pays, c'est tout le sens de la rencontre de Grand Bassam pour la validation de l'avant-projet de loi d'asile en Côte d'Ivoire. Hermaniamia. Bien qu'ayant accueilli au début des années 1990 près de 400 000 réfugiés du Libéria et environ 450 000 réfugiés de la Sierra Leone suite aux guerres civiles qu'ont connues ces pays et d'autres réfugiés provenant de divers pays, la Côte d'Ivoire ne s'est pas dotée de lois codifiées définissant l'asile à l'instar de plusieurs pays dans le monde. Pour combler cette insuffisance, les institutions concernées ont décidé de trouver un cadre de rencontres, d'échanges et de réflexions sur l'avant-projet de la loi d'asile. Depuis cette ratification des différentes conventions, la Côte d'Ivoire n'a pas encore mis en place un cadre juridique interne favorisant cette protection. Et comme vous le savez, la dernière constitution de la Côte d'Ivoire consacre le droit à cette protection internationale. Donc pour aller vite, il est apparu nécessaire de mettre en place ce cadre juridique interne. Pendant 2 jours, entre séances plénières et travaux en commission, le Sahara, le HCR et les acteurs du secteur ont passé au peigne fin le dispositif juridique relatif à la protection des réfugiés et le renforcement des mécanismes de protection du droit d'asile conformément aux normes internationales de base.
C'est un des rares pays qui l'a inclus déjà dans sa constitution. Donc c'est déjà un grand pas. Je pense qu'actuellement, si on doit dire, 90% du chemin est déjà fait. Il nous reste ces 10%-là et nous espérons les avoir, achever ces 10% au travers de cet atelier. L'asile est défini comme la protection qu'accorde un état d'accueil à un étranger qui ne peut, contre la persécution, bénéficier de celle des autorités de son pays d'origine. L'asile comprend la protection, l'assistance et les statuts accordés par les autorités d'un pays à des personnes ayant la qualité de réfugiés ou de demandeurs d'asile. L'Institut national de la santé publique lance la première journée scientifique sur les maladies à transmission vectorielle et tropicale négligées. Des pathologies qui, selon l'OMS, font plus d'1 million de décès chaque année. De quelles maladies s'agit-il exactement? Comment la transmission se fait-elle? Parc se reconnaît. Le paludisme, la dengue, la lèpre, la fièvre jaune, l'onchocercose, des maladies à transmission vectorielle et tropicale négligées. Elles sont causées par des parasites transmis par des insectes vecteurs. Selon l'OMS, plus d'1 million de décès dans le monde chaque année sont dus à ces maladies à transmission vectorielle. Une situation qui inquiète l'Institut national de la santé publique. Une journée scientifique alors en vue de contribuer à la lutte contre le paludisme, les arboviroses et la trypanosomose humaine africaine en Côte d'Ivoire. Plusieurs travaux de recherche sont menés dans cet institut, dans plusieurs sites, mais ces résultats ne sont pas toujours connus du grand public. Et en plus, ce sont des résultats qui touchent des maladies d'un type particulier. Donc il était temps de pouvoir valoriser les résultats de ces travaux de recherche. À l'issue de cette journée scientifique, partenaires techniques et financiers, étudiants, enseignants, chercheurs et chercheurs se disent satisfaits. De plus en plus, ces maladies-là refont surface. Donc je crois que cette initiative-là est l'occasion où on présente les résultats pour attirer l'attention des décideurs, pour dire que bon, ces maladies-là, certes, elles sont négligées, mais elles tuent à petit feu. C'est une bonne initiative pour l'Institut national de santé publique d'organiser une journée scientifique par rapport à un groupe de recherche. Ça permet de faire vraiment connaître les travaux qui sont menés ici à l'Institut et hors de l'Institut. Les maladies à transmission vectorielle et tropicale négligées selon l'OMS touchent les populations les plus pauvres des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des États insulaires du Pacifique, où l'accès aux soins de santé est inexistant ou limité. Lutte contre le diabète, l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique offre des doses d'insuline et des lecteurs de glycémie aux enfants atteints de diabète. Chantal Akanda. Ce sont 50 enfants diabétiques qui ont reçu des insulines et des lecteurs de glycémie au cours de cette cérémonie de remise de dons. Ce geste est apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. On est très content que quelqu'un se soucie de notre état parce que c'est pas facile. Le fait de recevoir des bandelettes, tout ça, parce que c'est cher. Donc se dire que quelqu'un se soucie de nous pour nous aider financièrement et émotionnellement, ça fait plaisir. Sentir aimé, ça fait plaisir. À travers ce don, l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique, ASFED, en cette période de fin d'année, veut soulager un tant soit peu ces malades et leurs familles. Ça s'inscrit un peu dans nos objectifs, c'est-à-dire offrir de temps en temps de l'insuline et des lecteurs aux enfants parce que l'insuline égale la vie. C'est notre souffle de vie. Imagine qu'on passe une journée sans faire d'injection. On va se retrouver en une situation d'hyperglycémie et ça, c'est un peu le coma. Pour nous, c'est le plus gros cadeau en fait. Cette cérémonie de don d'insuline et des lecteurs de glycémie est à sa 4e édition. L'objectif de l'ASFED est de militer pour le bien-être socio-médical des enfants et des femmes enceintes atteints du diabète. Des campagnes de sensibilisation et de dépistage du diabète à travers le pays est également au nombre de leurs activités. La veuve et l'orphelin au cœur des actions sociales de l'ONG Minoge. Ils sont plus de 200 à avoir reçu des vivres et des non-vivres. Pour la 14e édition de son opération Arbre de vie, l'ONG a voulu permettre à ces personnes vulnérables de passer de belles fêtes de fin d'année. Serge Coléa. L'Arbre de vie est une action caritative initiée il y a plus d'une décennie par l'ONG Minoge, le ministère international de la nouvelle génération, présidé par Béni Marthe Dion. Cet événement annuel est à sa 14e édition. Il vise à apporter sourire et réconfort aux veuves.
Plus de 200 femmes, accompagnées de 300 enfants, ont reçu des sacs de riz, de l'huile, des pagnes et bien d'autres produits alimentaires ou effets vestimentaires. Pour le révérend Béni Marthe, la présidente de l'ONG Minoj, le ministère international de la nouvelle génération, comme cela est de coutume, entend ainsi faire profiter la veuve et l'orphelin de ces instants de convivialité et de gaieté qui marquent la fin de l'année. L'ONG a remercié la première dame Dominique Ouattara pour avoir contribué à la réalisation de cet arbre de vie. Nous disons grand merci à la première dame qui, parmi les enfants démunis qu'elle a reçus, a aussi comblé de biens et de cadeaux nos enfants, les orphelins du Minoj. Ce n'était pas permis que je puisse avoir un pain à ce moment, dans ces temps-là, mais le Seigneur a permis que j'ai un pain. Donc vraiment, je suis dans la joie. Le ministère international de la nouvelle génération existe depuis juin 1999. Souvenez-vous des orphelins et des veuves est le message qui guide ses actions. La fondation Life Builders fait de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés sans emploi son cheval de bataille. Elle a initié une formation gratuite de 6 mois aux techniques de numérique au profit de 19 jeunes diplômés de Bouaké, Djeneba Ouattara et Amadou Ouattara. En Côte d'Ivoire, le taux de demandeurs d'emploi, estimé à 80%, est essentiellement composé de jeunes, selon l'Agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP. Parmi ces demandeurs d'emploi, 70% ont au moins le baccalauréat. Pour contribuer à la réduction de ce taux, la Fondation Life Builders a initié un projet dénommé Bootcamp Bouaké 2016 avec le soutien de Simplon.co, une école numérique française. Le Bootcamp de Bouaké est une formation intensive gratuite de 6 mois au métier du numérique de jeunes diplômés sans emploi ayant des formations de base diverses. Il s'agit de doter ces jeunes de compétences supplémentaires en vue de leur insertion professionnelle. 7 apprenants vont bénéficier d'une formation stage de 4 mois chez SAP au Maroc au début mars dans un programme appelé Skill for Africa. À Bouaké, 19 jeunes bénéficiaires de ce projet viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation. Action satisfaisante pour apprenants et autorités locales. Aujourd'hui, je me vois apte et douée pour affronter le monde du numérique. En Côte d'Ivoire, l'objectif du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est de donner à tous les citoyens ivoiriens la capacité de se prendre en charge, de se réaliser et de s'insérer harmonieusement dans le tissu social. La phase d'insertion professionnelle débutera en janvier 2017. La Fondation Life Builders existe depuis 2009 et œuvre pour le développement des vies humaines. Des spécialistes en criminologie veulent apporter leur expertise pour résoudre les problèmes d'insécurité en Côte d'Ivoire. Ils veulent en plus promouvoir leur filière et sensibiliser les décideurs et populations sur le rôle des criminologues dans la société. Parga se reconnaît. De nombreuses communes du district d'Abidjan sont confrontées depuis un certain temps à des problèmes de sécurité. Phénomène des enfants en conflit avec la loi, délinquance juvénile, criminalité en tout genre, entre autres. La situation inquiète les spécialistes en criminologie. Ceux-ci entendent apporter leur expertise et leur expérience dans la recherche de solutions à ces questions de sécurité. Une conférence publique alors en vue de sensibiliser les décideurs et les populations sur le rôle des criminologues dans la société. Conférence animée par Dr Laurent Montet, directeur de l'Institut des hautes études en criminologie de Paris en France. Bien souvent dans nos sociétés, surtout en Côte d'Ivoire, on a l'impression que la criminologie n'existe pas. Donc il faut d'abord faire la promotion de cette discipline-là. Informer les Ivoiriens, leur faire savoir que c'est une science qui est suffisamment importante, qui peut apporter des solutions aux problèmes, aux maux qui minent notre société. Cette conférence a bénéficié du soutien du commandement supérieur de la gendarmerie nationale, de la direction générale de la police nationale, des enseignants et étudiants en criminologie. Ce genre de rencontre, ce genre de conférence pourrait quand même permettre de faire vendre la criminologie, de montrer la valeur de la criminologie et également la place du criminologue dans la société. C'est une bonne initiative. Ça permet d'étendre les réseaux de la criminologie et puis aussi pouvoir communiquer, échanger avec des collègues. Selon les organisateurs, une vaste campagne de sensibilisation sur la question sera initiée les jours à venir dans les différentes communes du district d'Abidjan.
Promotion de l'éducation de la jeune fille en Afrique, la Miss Monde version adolescente effectue une visite en Côte d'Ivoire. Elle a discuté avec les jeunes filles du lycée Mamie Fété de Bingerville, en plus d'offrir des ouvrages scolaires et aussi des kits informatiques aux meilleurs élèves de moins de 16 ans. Mamadou Kwasi. Miss Monde des adolescentes 2016 au lycée Mamie Fété de Bingerville. Rib El Kadiri, âgée de 16 ans, hier pour échanger avec ses camarades sur son combat pour la promotion de l'éducation de la jeune fille. Cette Marocaine de 16 ans veut partager avec les élèves de ce lycée d'excellence sa vision pour un meilleur avenir de la jeune fille. Le message le plus important, je dirais, c'est qu'on peut obtenir et avoir tout ce qu'on se met sur la tête. Donc moi j'encourage beaucoup de jeunes filles ici qui veulent suivre leurs rêves et donc je l'encourage et ils peuvent réussir. Miss World Teen ou encore Miss Monde des adolescentes a profité de son passage au lycée Mamie Fété de Bingerville pour récompenser les meilleurs élèves de ce premier trimestre. Ces meilleurs élèves de moins de 16 ans reçoivent des kits scolaires et des tablettes numériques. Rib El Kadiri est accompagné dans son initiative par l'ONG FAZ, Force africaine pour la solidarité, l'éducation et le développement. Nous avons posé l'acte dans le but vraiment de les encourager, les amener à vraiment étudier, à comprendre que d'une manière ou d'une autre, ils ont du soutien quelque part. Le proviseur du lycée Mamie Fété de Bingerville a salué les actions de Miss Monde des adolescents 2016 et de l'ONG FAZ. Elle encourage donc les élèves à fournir plus d'efforts pour s'assurer un meilleur avenir. On leur donne des outils de travail, des livres, des sacs, des tablettes. C'est pour faire des recherches, c'est pour travailler. Donc ce n'est que ça. Leur demander de se mettre au travail pour vraiment être des femmes leaders de demain. Pendant son séjour en Côte d'Ivoire, Miss Monde des adolescentes 2016 va visiter différentes écoles et pouponnières d'Abidjan et de Jacquesville. Elle y fera également des dons. Le programme national de formation aux métiers ruraux forme des alphabétiseurs. Ils ont la charge d'apprendre à lire, à écrire et aussi à calculer aux agriculteurs sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif à long terme est d'améliorer leurs conditions de vie tout en accroissant leur productivité. Alain Soie et Léon Bro. Outils de gestion de coûts, techniques pédagogiques, contenus instrumentaux. Des piliers de l'alphabétisation fonctionnelle enseignés à ces hommes et femmes, 22 au total. Agriculteurs, ils représentent des relais de mobilisation, de gestion de conflits et du patrimoine rural. Leur mission principale, alphabétiser leurs pairs paysans pour pallier leur insuffisance en lecture, écriture et calcul. Le but, augmenter la productivité des agriculteurs pour un meilleur développement communautaire, défi à relever par le Programme national de formation aux métiers ruraux, en abrégé PNMER. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural entend donc développer de manière substantielle et très rapidement la productivité et les rendements de l'agriculture ivoirienne. Donc il est important que les producteurs soient vraiment alphabétisés. 2 semaines, durée de ce renforcement de capacité, mais véritable école pour les participants venus des 4 coins du pays. C'est une bonne initiative pour que la masse paysanne bénéficie des retombées de l'alphabétisation pour booster l'agriculture. Le PNMER, le Programme national de formation aux métiers ruraux, est une initiative du ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour allier alphabétisme et productivité agricole. Ils ont été déclarés aptes à la formation d'officiers, 25 médecins, élèves officiers et 80 élèves officiers d'actifs de première année, tous issus de l'école des forces armées de Zambakro, ont été présentés au drapeau. Abou Sanogo. Jeunes élèves officiers d'actifs de première année, jeunes médecins élèves officiers, arrivés à l'école des forces armées de Zambakro il y a environ 3 mois, venant d'horizons divers, vous voici arrivés au terme de la première phase de votre formation initiale, la formation commune de base. Votre encadrement vous a appris le métier des armes, dont la noblesse exige force morale, rigueur et endurance. C'est en ces termes que le colonel Alakwami, commandant l'école des forces armées de Zambakro, s'est adressé aux médecins élèves officiers et aux élèves officiers d'actifs de première année.
Devant le drapeau, il a rendu hommage au chef d'état-major général des armées, représenté par le général de division Sékou Touré, pour la place de choix qu'il accorde à la formation des hommes. À l'issue de son adresse, et pour la première fois, le drapeau de l'école a défilé devant les médecins, élèves officiers et les élèves officiers d'active de première année. Ce sont au total 25 médecins élèves officiers, dont 3 filles, et 80 élèves officiers d'active, dont 3 filles et 18 coopérants qui ont été déclarés aptes à suivre la formation d'officiers. Un défilé pédestre de l'ensemble des troupes constitué de 2 brigades d'élèves officiers d'active de la 2e année, une brigade des médecins élèves officiers, 2 brigades d'élèves officiers de la 1re année et d'une compagnie de soutien, tous aux ordres du chef du bataillon Zadi Gossi, commandant la division de formation des officiers, a mis fin au cérémonial militaire. Le général de division Sékou Touré a inscrit par la suite des mots d'encouragement et de félicitations dans le livre d'or de l'école des forces armées. En République démocratique du Congo, les pourparlers entre pouvoir et opposition ont été suspendus samedi à Kinshasa, mais un accord se dessine. La conférence épiscopale nationale du Congo, qui parraine ces pourparlers entamés le 8 décembre, s'est montrée confiante dans la conclusion d'un accord d'ici à une cérémonie de signature programmée le vendredi 30 décembre prochain. Des tirailleurs sénégalais bientôt naturalisés français, ils bénéficient déjà de la pension, mais 50 ans après, ils se réjouissent de voir une injustice à reparer. Abou Sanogo. Il a précieusement sauvegardé certains documents d'époque. À 88 ans, Yoro conserve un souvenir intact de ses années passées dans les rangs de l'armée française. Il garde en mémoire la bataille du Tonkin, la plus difficile de sa carrière militaire. C'était la guérilla. Ce n'était pas une guerre frontale. Si vous avez l'ennemi devant vous, vous pouvez vous défendre, savoir. Mais là-bas, c'est une guérilla. Alors, une guérilla, ils utilisaient tous les moyens. J'ai perdu beaucoup de camarades en Indochine. Beaucoup de Français, Européens, qu'Africains. Ancien du 24e régiment des tirailleurs sénégalais, il a combattu en Indochine puis en Algérie. Depuis toutes ces années, Yoro perçoit bien sa pension d'ancien combattant. Mais il n'a jamais pu obtenir la nationalité française. Une revendication qu'il partage avec un groupe de tirailleurs sénégalais qui vivent dans ce foyer de Seine-Saint-Denis. Tous ont le sentiment d'avoir été délaissés par l'État français. Quand on était recruté dans l'armée française, on nous considérait comme des Français. Mais quand on a quitté l'armée française, on est Sénégalais. Une situation qui a touché Aïssa Tassek, elle-même petite fille d'un tirailleur sénégalais. Élue socialiste à Bondy en charge des anciens combattants, elle s'est impliquée pour les soutenir dans leur démarche. Monter les dossiers, c'est ce qu'il y a de plus long parce que quand ils reçoivent le dossier avec les demandes de pièces à fournir, eux doivent soit retourner au Sénégal, soit voir avec leur famille au Sénégal pour voir dans quelle mesure ils peuvent récupérer un certain nombre de documents. Le plus difficile, c'est l'acte de naissance des parents ou des grands-parents. Ça, c'est juste impossible à avoir, sachant qu'à l'époque de naissance de leurs parents, donc je parle bien des parents des tirailleurs sénégalais, il n'y avait pas de registre. Sans résultat, l'élu est passé à la vitesse supérieure. Elle a lancé une pétition qui a recueilli plus de 60 000 signatures. En réponse, elle a finalement reçu une lettre du chef de l'État. C'est forcément l'aboutissement de l'action et surtout c'est un écrit, c'est un papier officiel, donc on ne peut pas revenir en arrière. Le sentiment, c'est d'avoir ce que nos anciens n'ont pas eu. Le 14 n'ont pas eu, ils l'ont cherché, pourtant ils ont demandé. Ceux de 39-45 n'ont pas pu l'avoir. Et si ça tombe, nous sommes la 3e génération, l'Indochine et l'Algérie. Nous sommes vraiment satisfaits. Cette procédure de naturalisation devrait concerner quelques centaines de vétérans encore vivants. En Gambie, le président élu Adama Barrow annonce un plan de développement national. Il doit être investi le 19 janvier, date à laquelle expire, selon la Constitution, le mandat actuel de Yahya Jammeh. Ce dernier a déposé un recours devant la Cour suprême pour faire annuler le scrutin du 1er décembre. Il a d'ailleurs réaffirmé la semaine dernière qu'il ne quitterait pas le pouvoir tant que la Cour ne se serait pas prononcée. La principale boîte noire de l'avion militaire russe abîmé en mer Noire dimanche a été retrouvée ce mardi. Elle se trouvait à moins de 2 km des côtes russes, à une profondeur de 17 mètres. L'avion, avec 92 personnes à bord, se rendait à une base aérienne en Syrie, utilisée pour lancer des bombardements aériens contre les rebelles syriens. Les recherches continuent. À ce jour, 12 corps et 156 fragments de corps ont été retrouvés.
Voilà pour ce 13h. Merci de votre attention. La rédaction de RTI 1 vous souhaite à tous une très belle journée.